Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de notre magazine Point de vue. Aujourd'hui un focus sur les espaces naturels qui quelquefois sont façonnés par l'homme. La Haute-Savoie compte 9 réserves naturelles. Qui les gère et comment sont-elles gérées? C'est la question que nous nous posons. Et puis à cheval entre la Haute-Savoie et la Savoie, il y a le parc naturel régional du massif des Bauges. Quel est son périmètre et à quoi sert-il? C'est la question que nous nous posons dans une seconde partie d'émission. Point de vue, c'est maintenant. La Haute-Savoie s'étend du lac d'Annecy à l'ouest, à l'est le Mont Blanc et est bordé au nord par le lac Léman. Ce département couvre une superficie de 4 388 km². Une faible partie de ce département est en site classé. Alors justement aujourd'hui nous allons parler de cette partie avec le gestionnaire de ces espaces. Christian Schwerer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Aster. Aster, c'est le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Vous gérez justement ces espaces classés sensibles, notamment du point de vue de l'environnement. Tout à fait, l'État nous a confié maintenant depuis plus de 30 ans la gestion de ces 9 réserves naturelles nationales de Haute-Savoie. Donc réserves naturelles qui sont créées par décret ministériel, donc comme un parc national. Vous gérez un peu plus que ces 9 réserves naturelles finalement dans le département. Alors là, on intervient comme gestionnaire pour le compte de l'État de ces 9 réserves naturelles, mais on intervient par ailleurs sur 40 autres sites sur lesquels on intervient en appui aux collectivités, une commune, une intercommunalité, pour mettre en œuvre des mesures qui ne sont pas forcément réglementaires, qui sont pour la plupart contractuelles et qui s'inscrivent dans d'autres politiques publiques qui peuvent être l'action du département dans le cadre de sa politique espace naturel sensible ou sur des questions de continuité, de corridors écologiques avec la région ou de préservation de zones humides en lien avec la politique de l'agence de l'eau et des structures qui s'en occupent. Alors en termes de superficie, qu'est-ce que ça représente? C'est quelques hectares, c'est déjà un certain nombre de kilomètres carrés qui sont classés, qui sont protégés en Haute-Savoie? Alors, il y a un quart du territoire du département qui fait l'objet d'une protection qui peut être soit réglementaire. Donc là, on parlait de l'outil réserve naturelle, ça peut être un arrêté préfectoral de protection de biotope, ça peut être un outil contractuel, et c'est là qu'on retrouve les contrats de territoire ou les contrats d'espace naturel sensible du département, qui sont au nombre à peu près d'une cinquantaine actuellement au niveau de la Haute-Savoie, c'est un peu moins de 20 000 hectares actuellement. Et puis, on a également l'action foncière qui est portée notamment pour les grands lacs par le Conservatoire du littoral, étant donné qu'en dehors du volet littoral, sur le volet lacustre, quand on est sur un lac qui fait plus de 1000 hectares, le Conservatoire du littoral a une compétence pour mener une action de maîtrise foncière de ces lacs pour préserver ce qui est encore naturel au niveau de ces territoires. Alors qu'est-ce qui différencie tous ces espaces naturels? Les réserves, c'est quoi? Ce sont des lieux un petit peu sanctuarisés, on ne touche pas du tout à la nature, à la biodiversité? Sanctuarisés, je dirais, ce sont des endroits où quelque part la priorité est donnée à la préservation d'un patrimoine naturel remarquable au niveau national. Il y a une responsabilité par rapport à ces espaces-là, par rapport à un patrimoine exceptionnel qui est présent sur ces sites-là. Et pour ce faire, le premier objet d'une réserve naturelle, c'est quelque part garantir la pérennité de la protection de ces milieux et de ces espèces sur ce site, mais aussi leur fonctionnalité. Ça n'empêche que derrière, il faut que ces espaces soient appropriés, parce que sinon, c'est putrifié. Donc c'est aussi un travail, surtout pour des grands sites, comme ce qui est le cas pour nous par rapport aux 6 réserves naturelles de montagne qui représentent 20 000 hectares, d'en faire des outils de territoire et qui sont intégrés dans leur contexte. C'est quoi un outil de territoire? C'est-à-dire que derrière, cette réserve naturelle, il n'y a pas juste à un moment donné il n'y a pas une frontière, une barrière, c'est qu'à un moment donné, ces territoires-là, ce sont des territoires où tout n'est pas interdit. Ce qui est interdit ou ce qui est réglementé, c'est ce qui porte atteinte pourquoi on a créé cet espace. Mais on y regarde un volet de randonnée, on y regarde un volet de pratiques pastorales, on peut y garder des pratiques qui peuvent être liées au niveau montagne à des aspects de présence de refuges ou d'autres infrastructures éventuellement qui préexistaient et sur lesquels l'objectif c'est justement de montrer que tout ça c'est pas incompatible et qu'on y garde une cohérence locale. Donc on peut rentrer dans une réserve naturelle mais on n'y fait pas n'importe quoi. Les réserves, d'abord prenons les réserves naturelles qui existent plutôt en milieu montagneux. Quelles sont les espèces emblématiques qu'il faut absolument préserver, sur lesquelles vous avez un vrai travail de recensement? On va retrouver là des espèces qu'on va retrouver dans l'écosystème de haute montagne. L'une de nos espèces emblématiques c'est le gypaète, on y reviendra sûrement tout à l'heure. On en reparlera du gypaète. Après on va retrouver des espèces qu'on retrouve sur l'étage de montagne, qui sera, on peut citer là-dedans soit des espèces floristiques, par exemple le chardon bleu. On peut y citer par exemple des espèces plus faunistiques, on va retrouver le bouquetin, on va retrouver la marmotte, on va retrouver derrière le chamois, on va retrouver l'aigle, qui sont des espèces qui du coup sont... Et puis aussi des espèces qui rentrent, j'en ai déjà cité, dans ces reliques glaciaires, comme par exemple le lagopède ou le tétralyre.
Alors, venons maintenant sur les réserves. Comment les définir? Quelles sont leurs particularités? Là, on est plus sur des surfaces qui sont plus petites, on est vraiment plus dans un contexte plus urbain, mais c'est un peu ces petits écrins de nature qui restent encore, notamment au niveau du lac d'Annecy, sur lequel on souhaite y permettre un élément plus aussi d'accueil des publics. On voit au niveau de la réserve naturelle du bout du lac, tout un aménagement a été fait pour permettre l'accessibilité de ce site à tous les publics, mais justement en permettant un cheminement un peu encadré, ça permet aussi de structurer la visite, de dire on ne peut pas aller partout. Par contre, ne peut pas perturber trop les oiseaux, la nidification, j'imagine, c'est ça? Du coup, ça permet justement d'avoir des zones de quiétude par ailleurs à certains endroits, pour la faune, pour les oiseaux notamment, côté avifaune, et puis aussi par ailleurs par rapport à des enjeux floristiques qui peuvent lier à des présences d'orchidées ou d'espèces sensibles liées aux zones humides, comme l'espèce Liparis par exemple. Est-ce qu'on a une réserve qui a une vraie particularité, type microclimat, quelque chose qui est finalement très rare, voire jamais vu ailleurs? On est de fait déjà dans le contexte alpin et on est dans le contexte d'un climat qui bouge et auquel il faut qu'on s'adapte maintenant. Et c'est aussi un de ces enjeux de ces territoires-là, c'est qu'ils apportent peut-être comme spécificité d'être plus résilients par rapport à ces questions de changement, mais à nous aussi à nous adapter par rapport à ces questions-là. Alors, Aster, donc gestionnaire de ces réserves naturelles, de ces espaces sensibles, une structure associative, mais combien de salariés? D'abord des scientifiques et puis des gardes également. Actuellement, une structure de 48 personnes, donc, dans lequel on a notamment autour de la mission réserve naturelle 20 personnes, 20 agents, donc, qui vont de 9 gardes de terrain, gardes techniciens, donc qui sont présents sur chacun donc on va dire un garde par réserve. Avec là carrément une mission de police de l'environnement, ils peuvent verbaliser? Tout à fait, mais qui est là vraiment liée à cette mission de délégation de gestionnaire pour le compte de l'État de cette mission-là, et du coup avec une compétence de police, d'agents commissionnés qui du coup peuvent verbaliser, sachant que l'objectif premier c'est de sensibiliser, informer, et puis quelquefois, quand cela nécessite, d'intervenir pour souligner une infraction. Voilà. Derrière aussi un élément de mission de personnes qui assurent la coordination de la gestion, ce qu'on appelle les conservateurs. Donc là aussi, actuellement 4 personnes. Et puis derrière, un volet lié à l'expertise et à la connaissance. Donc là actuellement, en personnes directement affectées sur le volet expertise, au moins 2 personnes, dans lequel aussi il y a des programmes qui dépassent le contexte purement lié aux réserves naturelles de Haute-Savoie, parce que là on est en lien notamment avec les 3 parcs nationaux, Vanoise, Écrin, Mercantour, mais aussi avec les parcs naturels régionaux, sur lesquels il y a des synergies de programmes quelquefois qui existent. Et on peut citer notamment des liens qui peuvent exister avec le parc naturel régional des Bauges. Et par ailleurs, un autre volet qui est l'accueil et l'information et la sensibilisation, avec un volet actuellement, il y a 6 personnes qui sont en mission d'animation, qui sont en relais pour ces réserves-là sur le volet animation et accueil des publics. En lien direct avec le public, effectivement. Voilà. On reprend le volet scientifique qui est très intéressant. Combien de protocoles, du coup, pour suivre à peu près combien d'espèces? Dans les protocoles, on a des protocoles de différents types. On peut avoir des protocoles plus simples qui sont plus du registre de la science participative, collecter de l'info et mobiliser, je dirais, le citoyen, d'autres personnes à être présents. On s'inscrit par exemple là dans des programmes relais que porte aussi le CREA par exemple, sur centre de recherche des écosystèmes d'altitude, sur la démarche de connaître à quel moment on a les premières floraisons et est-ce qu'il y a un décalage entre ces floraisons et ces espèces-là au niveau de nos sites. Mais là on est dans une démarche plus large qu'uniquement les réserves naturelles. On a des programmes qui peuvent être plus ciblés pour suivre des espèces sur lesquelles on considère qu'il y a un enjeu patrimonial. Ça peut être le suivi de l'aigle, combien de nicheurs, sur d'autres espèces floristiques. Là, on est aussi sur des éléments de suivi plus spécifiques. J'évoquais le chardon bleu, mais il y en a d'autres sur lesquels il y a des suivis plus ciblés. Et après, on a des programmes qui sont plus larges. Un exemple concret, il y a tout un programme qui se met maintenant en place sur ce qui touche plus la thématique du changement climatique, ou ce qui est le dispositif qui s'appelle Sentinelle des Alpes. Alors, vos scientifiques, quel bilan font-ils finalement de l'évolution peut-être de certaines espèces? Est-ce qu'il y a des choses très marquantes qui ressortent sur une période de 10-20 ans avec des choses assez surprenantes? Ce qu'on peut souligner, c'est qu'on est quelque part dans des éléments un peu de contraste. Un premier élément par rapport à cette question de changement climatique, ce qu'on constate, c'est des évolutions de changement, d'étagement de la végétation. Alors c'est progressif, mais des espèces qu'on avait peut-être à 1000 mètres, on les retrouve progressivement à d'autres altitudes, et d'autres quelque part risqueront peut-être demain de plus être présents en Haute-Savoie, parce que cette évolution de changement de climat refait une migration d'étagement de la végétation. Donc, tout remonte parce que ça a encore été évoqué récemment, le climat qu'on avait à Toulouse en 1970, actuellement on l'a à Genève. Et si on l'a à Genève, on l'a aussi à côté de chez nous.
Et donc du coup, quelque part, il y a un impact lié au climat ou à ces changements sur nos espaces naturels du quotidien, mais aussi sur ces espaces remarquables. Le deuxième constat qu'on a par rapport à cela, c'est que derrière, on a des espèces qui reviennent. C'est positif. C'est positif. Je pensais que vous me diriez l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des espèces qui disparaissent. Un exemple très concret, c'est Gypaète. L'espèce avait disparu de Haute-Savoie. Elle est revenue grâce à un programme d'action et d'accompagnement. Mais on a des espèces qui reviennent, qui sont pour certaines emblématiques, pour d'autres plus discrètes, mais d'autres par contre qui nous sont communes, qui régressent beaucoup plus fortement. Ça peut être tout simplement les oiseaux qu'on côtoie auprès de chez nous, sur lequel part on a des densités des effectifs qui sont moindres. L'autre élément aussi, c'est au niveau de certains milieux, et je pense notamment aux milieux humides, des espèces qui peuvent être les reptiles et les amphibiens, où là par exemple l'impact est encore plus fort. Et où là on a une liste d'espèces à enjeu qui ont un degré de menace plus important peut-être dans nos territoires des Savoies qu'ailleurs. Alors on s'intéresse maintenant à ce gypaète, le gypaète barbu. D'abord il faut préciser, c'est un grand vautour d'une envergure colossale. Plus de 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. Il avait disparu, il est revenu, il y a eu quoi? Tout un programme de réimplantation? Il y a eu tout un programme de réintroduction. Là on est sur ces retours d'espèces, plus de 30 ans d'action. 30 ans d'action avec différentes étapes. Le premier élément c'était déjà de pouvoir avoir un endroit où quelque part on puisse reproduire des individus pour permettre le retour en milieu naturel de ces espèces. Ça a démarré il y a plus de 30 ans. Et puis depuis 25 ans, un retour naturel qui se fait sur la base de ces reproductions en captivité, sur un programme qui n'est pas que sur la Haute-Savoie, c'est tout l'arc alpin français, et plus largement, c'est toute l'entité des Alpes qui sont là impliquées, vu que ce programme est un programme international qui va de Monaco en Autriche, et qui derrière cible le fait de dire ça fait partie de l'espèce qui reste encore une des espèces à enjeu patrimoine le plus fort en Haute-Savoie et sur les Alpes françaises. Alors, il y avait 0 gypaète en quelle année et maintenant il y en a combien en 2018? Il y avait 0 il y a 35 ans. 35 ans. Actuellement, on est sur une cinquantaine de couples à l'échelle de l'ensemble des Alpes. On est à 17 sur les Alpes françaises. Et puis, il est vrai qu'on a un retour progressif qui est plutôt positif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un petit gypaèton qui naît, il met 7 ans à trouver sa maturité, à pouvoir se reproduire. Et puis, il faut que pendant ces 7 ans, quelque part, il y a la viabilité de l'espèce. Donc, il faut intervenir sur d'autres faits, des facteurs qui peuvent influer, des questions de collision entre des câbles électriques, par exemple, ou quelque part aussi, quelquefois, des câbles qui peuvent être liés à des logiques de domaines skiables ou de filets. Et quelque part, le gypaète, si on fait une action en sa faveur, ce sera aussi au bénéfice d'autres espèces qui peuvent être impactées par rapport à ça. Il y a des questions d'empoisonnement. Ça existe encore, d'accord. Ça existe encore. Ouais. Alors c'est peut-être plus marqué sur le massif pyrénéen que chez nous, mais on a aussi cet impact-là. Donc c'est peut-être Et du coup, il y a un travail qui se fait sur des questions même d'utilisation de type de balles pour que derrière, on ne se peut-être plus de l'usage de munitions de plomb, mais peut-être d'autres matériaux. Donc ça, c'est un travail en cours avec le monde de la chasse. Et puis derrière, c'est tout le volet dérangement. Parce que l'espèce reste sensible au dérangement. Donc c'est quoi le dérangement? C'est les randonneurs, les parapentistes? C'est les grimpeurs, c'est le vol libre. Et donc du coup, c'est aussi comment on cohabite avec ces usages et comment là-dessus on a des logiques de sensibilité, de période de sensibilité, parce que cette période n'est pas homogène sur l'année, et comment on travaille avec l'ensemble des acteurs là concernés. Le gypaète en tant que tel, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est parti d'un plan d'action d'espèce et on est allé vers une logique d'une espèce qui est symbole d'une qualité de cadre de vie et dans lequel il y a une mobilisation collective qui peut aller de l'accompagnateur moyen de montagne, qui peut aller de l'alpagiste et qui peut aller du citoyen qui se mobilise comme acteur d'observation et d'acteur pour protéger cette espèce. Vous gérez donc un centre de reproduction en Haute-Savoie, dans un lieu un peu caché, il n'y a pas besoin qu'il y ait trop de visites, mais du coup, ce centre a toute son utilité? Ce centre fait partie d'un réseau de centres et de zoos à l'échelle des Alpes et plus largement, pour que derrière aussi on garde une diversité génétique, parce que si on avait qu'un centre avec quelques individus qui se reproduisaient à un endroit, ça poserait la question de la pérennité de l'espèce sur des questions génétiques. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur ce volet-là. Donc on est bien sur un réseau qui est parti d'Autriche, dans lequel notre particularité, c'est qu'on gère le seul centre de ce type-là en France, et qui se trouve en Haute-Savoie, parce que ce programme de retour de l'espèce en France est parti de la Haute-Savoie à l'époque, et notamment du territoire du Bargy. Alors c'est quoi maintenant, on va dire, l'issue de ce programme de réintroduction du gypaète? Il y a quoi, une espèce de date? On aura bien travaillé d'ici 2020, d'ici 2025, d'ici 2030, ou ça ne se pose pas vraiment comme ça? On peut dire qu'on est réellement sur des indicateurs qui sont positifs par rapport au nombre d'individus qu'on a maintenant par rapport à cette espèce-là, notamment en Haute-Savoie, mais sur l'arc alpin de manière générale. Par contre, ça reste fragile.
On n'est pas encore à un équilibre. Je pense qu'on a encore. Donc on lâche pas. On lâche pas. Il ne faut surtout pas lâcher maintenant, vu tous les efforts qui ont été faits et toute la mobilisation de moyens publics qui ont été mobilisés par rapport à cet espace-là. Je pense qu'on est là aussi à devoir poursuivre l'effort. Et puis, tant mieux si dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, quelque part, cette espèce n'aura plus besoin de nous et que quelque part, on a un retour naturel et un fonctionnement de cette espèce. Il y a de quoi faire encore, je pense, par ailleurs, par rapport à d'autres enjeux. Merci Christian Schwerer pour cette carte d'identité de la biodiversité en Haute-Savoie. Merci. Au sud de la Haute-Savoie, au nord de la Savoie, le parc naturel régional du massif des Bauges. Comment cet espace est-il géré? Jean-Luc Desbois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ce parc naturel régional du massif des Bauges. D'abord, quelle superficie pour ce parc qui est à cheval sur 2 départements? Donc il est à cheval sur les 2 départements de sa Haute-Savoie, il fait environ 900 km². 900 km², combien de communes du coup englobées? Alors 65 communes pour un tiers en Haute-Savoie et 2 tiers en Savoie. Alors effectivement, vous gérez ce parc naturel régional des Bauges. D'abord, c'est quoi un parc naturel régional par rapport à une réserve naturelle? Alors un parc naturel régional, d'abord c'est une initiative du territoire et des élus du territoire. En fait, il n'existe que s'il y a une volonté des élus locaux de le créer. Une envie politique. Une envie politique, voilà. C'est une compétence régionale. Donc c'est la région aussi qui décide de lancer aussi ce projet-là et c'est l'État qui classe au final, voilà, par un décret du Premier ministre. Donc il y a un peu toutes les strates de gestion, mais c'est bien une volonté locale avant tout. Alors cette volonté locale, elle permet quoi? C'est quoi? C'est un parc pour préserver la nature? Alors on a plusieurs missions dans un parc naturel régional. Alors vous parliez des réserves. Une réserve, c'est une mission de préservation du patrimoine naturel avec un aspect réglementaire quand même assez développé. Un parc naturel régional n'a pas de compétences réglementaires, aucune. Donc nous, nos missions, c'est à la fois de préserver les patrimoines dans leur ensemble, naturel, culturel, historique, les savoir-faire locaux. C'est faire du développement local aussi, du développement territorial, et c'est de concilier un peu ces choses-là. On a aussi une mission d'éducation, d'aménagement du territoire et d'expérimentation. On a un droit d'expérimenter dans les parcs naturels régionaux. Voilà. Donc vous gérez un territoire, vous gérez aussi une activité humaine, et comment finalement gérer cette activité humaine sans déformer une identité au territoire? Absolument. Alors effectivement, un parc naturel régional, pour qu'il soit classé, il faut qu'il y ait des patrimoines d'intérêt quand même, qui soient déjà préservés, quoi, donc qui soient culturels ou naturels. Par exemple pour les Bauges, pour le Alors, massif des Bauges? Pour les Bauges, tous les parcs naturels régionaux, c'est un peu ça, c'est leur paysage, mais aussi des questions de biodiversité. On a une réserve nationale de chasse et de faune sauvage. C'est aussi un patrimoine historique et des savoir-faire agricoles, par exemple. C'est du patrimoine architectural. Enfin, voilà, on va jusqu'au patrimoine architectural? Bien sûr. Donc c'est l'ensemble du patrimoine qu'on doit valoriser. Nous, on dit valoriser. Alors, à travers la valorisation, on le préserve et on développe des activités autour aussi de ce patrimoine. Et à l'échelle de Rhône-Alpes, il y a quand même un certain nombre de parcs naturels régionaux. Alors, c'est la plus grande région de France. Il y a 10 parcs naturels régionaux aujourd'hui. Le dernier, c'est l'Aubrac, qui n'est pas exclusivement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais voilà. Donc, il y en a 10, c'est la plus grande région. Ça représente 25% à peu près de la surface de la région. Ça veut dire qu'un quart de la région est géré notamment grâce à ce dispositif qui est un parc naturel régional et qui permet de faire des choses en cohérence entre les élus et la population qui y vit, en tout cas en gardant l'identité du territoire? Absolument. Alors effectivement, c'est un outil qui vient en complément des outils administratifs classiques. Oui, parce qu'il y a déjà des choses. Il y a les collectivités territoriales qui sont là à leur échelle. Et nous, ce parc, on est garant de ce label-là et de développer les activités économiques tout en préservant. Voilà. Et effectivement, développer des activités vers nos habitants, d'éducation. Alors, il y a plein de sujets. On fait de la restauration du patrimoine bâti. Mais qu'on comprenne bien, vous êtes là pour empêcher des choses? Non, parce qu'on n'a pas de pouvoir réglementaire. Alors, on essaye d'empêcher des choses. On rajoute une couche, mais ça sert à quoi? Alors, en fait, comme on n'a pas de pouvoir réglementaire, nous, dans nos façons de travailler, notre façon de travailler, c'est de convaincre les gens qu'il est nécessaire de préserver leur patrimoine et leur identité. Alors pour ça, il faut déjà bien le connaître. Donc on a des protocoles aussi d'inventaire, de recherche, qu'on ne fait pas forcément nous. Voilà, on peut faire avec un conservatoire, avec une université, pour bien connaître notre patrimoine. Puis après, on le partage avec la population. Donc ça, c'est un peu notre mission d'éducation. Et puis après, on essaye de faire du développement autour de ça, que les gens se l'approprient, ou les acteurs du territoire, à la fois pour en faire quelque chose et peut-être de l'activité économique, mais à la fois pour le préserver à long terme. Ça devient leur patrimoine. Nous, notre objectif, c'est celui-là. Comme on ne peut pas contraindre, on donne de la valeur à ces patrimoines pour que les gens le préservent à long terme. Voilà. Alors votre arme, finalement, c'est le dialogue, si je comprends bien.
c'est de que mettre ça. les gens autour d'une table. Mais Ouais. alors du coup, est-ce qu'on a quelques exemples, puisque vous existez depuis 1995, quelques exemples concrets de ce qu'a permis le parc dans le massif des Vosges? Je crois que vous avez parlé tout à l'heure dans les réserves des questions de dérangement, de vol libre et ça par Ouais, rapport aux dérangement oiseaux. des Nous, animaux. sur le massif des Bauges, on a mis en place avec les pratiquants de vol libre une concertation. Alors à la fois on leur a fait connaître ces rapaces, les enjeux des rapaces, etc. Mais surtout on a développé avec eux un suivi, un protocole des rapaces. Et c'est eux, avec cette appropriation-là, qui ont défini des règles eux-mêmes de vol, d'interdiction de vol. C'est pas nous, c'est eux. Ils ont même introduit ça maintenant dans des compétitions sportives. Ça vaut des points d'éviter certaines zones, etc. Ah d'accord. Donc en fait, voilà, on transfère ce savoir, on transfère des protocoles pour que les gens s'approprient eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est les pratiquants de vol libre qui préservent et qui connaissent bien ces oiseaux. Voilà. Donc vous dialoguez avec les pratiquants du vol libre, ou alors vous les mettez face carrément à des naturalistes autour d'une table? Comment ça fonctionne? Alors c'est pas face, on met ensemble. On met ensemble? On met ensemble. Et alors effectivement, sur les questions de rapaces, eh ben, on peut mettre dans les pratiquants, les naturalistes, la LPO, les chasseurs, les activités locales aussi, les forestiers qui peuvent être impliqués, les aménageurs de sites de pratique. Voilà. Donc on met tout ce monde-là dans une salle pour discuter des enjeux, à la fois de préservation des patrimoines, mais à la fois de leur activité. Parce que nous, les naturalistes ou nous, on ne connaît pas forcément bien leur activité. Donc on ne peut pas bien gérer si on ne connaît pas bien l'activité. Donc c'est ce mélange de tout ça qui produit des choses qui durent sur le long terme, quoi, hors réglementation. Un autre domaine, la ruralité, peut-être l'agriculture. Oui. Là aussi, vous êtes intervenu? Oui, alors là, on est sur vraiment deux aspects. Alors par exemple, c'est un sujet qu'on développe avec la Chambre d'agriculture. Donc on a une mission de développement agricole qui est partagée avec la Chambre d'agriculture. Donc la Chambre d'agriculture, elle fait du développement agricole classique sur l'installation de nouveaux exploitants, sur la modernisation des exploitations. Et nous, dans notre mission, eh ben, on a dans le massif des Bauges, la majorité des exploitations valorisent l'herbe, les alpages et l'herbe. Donc on s'est dit, il y a des vrais enjeux de biodiversité, des fleurs, des insectes, des oiseaux dans ces prairies. Donc comment on intègre ça dans l'activité agricole et qu'on le préserve à long terme? Voilà, donc on a travaillé avec eux pendant presque 10 ans pour mettre en place ce qu'on appelle les prairies fleuries. C'est une mesure agro-environnementale qui a été reconnue dans la politique agricole commune après. Donc ça permet d'obtenir des aides. Donc c'est comment on fait du fourrage de très haute qualité qui permettent de faire des bons fromages, de nourrir bien les vaches, tout en préservant cette biodiversité, les insectes, les oiseaux, etc. Voilà. Donc ça, par exemple, on a concerté pendant 4-5 ans pour trouver le meilleur protocole de réalisation de ça, quoi. Et on en a fait une vraie mesure économique pour eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui s'en servent aussi dans la valorisation de leur fromage, dans la communication, hein, puisque c'est un fromage qui vient de ces prairies riches en biodiversité. Tout ça à la base grâce à votre fameuse arme secrète, la concertation et le dialogue. Que ça. Que ça. Que ça. Alors, le parc naturel régional du Massif des Bauges est également labellisé Géoparc. C'est un label de l'UNESCO. Qu'est-ce que c'est que ce label Géoparc? Alors, le label Géoparc UNESCO, alors déjà, c'est un label qui existe depuis 2015 à l'UNESCO, qui est tout récent. Nous, on était classés avant, parce que c'est un label qui existait hors UNESCO avant. Et donc, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas de nouveau label à l'UNESCO. L'UNESCO recherchait un label territorial, pareil pour des initiatives sur les patrimoines qui viennent du local. Ce n'est pas l'État qui dit je vais classer tel endroit, c'est le local qui dit moi je veux qu'on soit reconnu. Et sur des sujets de développement durable, voilà, et de lien entre l'homme et la terre. La terre avec un grand T. Et le géo de Géoparc, c'est pas que de la géologie. Ah, c'est ce que je pensais, non? C'est la terre. C'est la terre, c'est pas que la géologie. Donc c'est le lien qu'entretient l'homme à la terre. Alors, pour être Géoparc, il faut du patrimoine géologique d'importance internationale quand même. Mais il faut faire tous les autres aspects que fait un parc naturel régional. Du développement durable, de l'éducation, de la préservation des patrimoines. Et on essaye de raconter dans ce label-là le lien qu'entretient l'homme à sa ressource naturelle qui est la terre et à l'histoire de la terre. La longue histoire géologique de la terre, quoi. Comprendre d'où vient ce territoire, comment l'homme se l'a approprié, quelles sont nos ressources naturelles associées, les enjeux auxquels on a à faire face demain, de ressources, de changement climatique, de risques naturels. Voilà. Le Géoparc, c'est ça. Et puis, c'est le mélange des cultures à l'international, parce que c'est un réseau international. Aujourd'hui, il y a 140 géoparcs dans 38 pays dans le monde, où on échange régulièrement, et c'est aussi un échange de cultures et de valeurs de l'UNESCO, d'éducation, de paix. Voilà. Mais ça veut dire, pour bien comprendre, que dans le massif des Bauges, il y a une partie de la terre ou de la géologie qui est exceptionnelle à l'échelle internationale et à l'échelle du monde. C'est des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs? Absolument. Alors, on est sur un territoire karstique,
Donc c'est un territoire, c'est un massif de calcaire, troué partout par l'érosion. Et en fait, il y a plein de grottes voilà, avec des circulations d'eau majeures, hein, d'ailleurs qui alimentent principalement le lac d'Annecy et le lac du Bourget. Hein. Une grande partie de l'eau des deux grands lacs là, vient du massif des Bauges. Donc ça, c'est une particularité. On en trouve ailleurs dans les Préalpes, hein, évidemment. Par contre, le massif des Bauges, c'est un massif qui s'est plissé. Donc on a des grandes montagnes, des grandes vallées surélevées. Là, les synclino-perchés, on appelle ça, mais ça fait des grands bateaux surélevés. Donc hop, la terre s'est plissée comme ça en montant. Donc c'est une particularité qu'on ne retrouve pas beaucoup ailleurs. Voilà. Alors vous êtes directeur du parc naturel régional du massif des Bauges, et puis vous êtes le président de ces géoparcs en France. Il y en a combien? Il y en a 7 aujourd'hui en France. Voilà, donc en fait, dont un, la Haute-Provence, qui était un des géoparcs historiques, puisque c'est un label qui a été imaginé il y a 15 ans, voilà, par un de ses fondateurs qui était Haute-Provence. Et alors du coup, le bilan de ce label UNESCO, cette empreinte UNESCO, c'est utile pour le tourisme, c'est utile pour quoi? Voilà, alors d'abord c'est utile pour le territoire, parce que les gens redécouvrent leur territoire avec un autre œil. Déjà les gens qui y vivent. Ouais. Voilà, c'est un massif qui a 130 millions d'années. Les falaises qu'on voit, il a 130 millions d'années. Donc il y a 130 millions d'histoires avant, avec des évolutions. Et pour parler de changement climatique, c'est intéressant. Donc, ils sont fiers d'être labellisés UNESCO, donc ça c'est très important. Et puis on espère une attractivité, une visibilité, une attractivité territoriale, une visibilité touristique un peu plus forte. Il faut un peu du temps. C'est encore un label qui est peu connu, donc il faut encore un peu de temps. Et qui peut être remis en cause. Tous les 4 ans, puisque effectivement, c'est aussi une démarche de progrès, je ne l'ai pas dit, c'est important. Tous les 4 ans, on a réévalué pour voir si on a bien préservé nos patrimoines, si on a fait de l'éducation, et si on a continué à développer cette connaissance auprès des touristes. Et c'est aussi un axe de développement touristique important. C'est un morceau qui est évalué tous les ans dans le géoparc. Il faut qu'on fasse du développement touristique, pas n'importe lequel, d'où, mais il faut qu'on le fasse. Oui, d'où, tant qu'à faire et durable. Voilà. Du coup, il y a une date de la prochaine visite pour les Bauges. Prochain. C'est l'été prochain. Ouais. Il y a un peu de boulot du coup. Oui. Il faut préparer. Voilà. Mais bon, voilà, comme on est en permanence, on aménage par exemple des sites de découverte de la géologie. On a aménagé une grotte par exemple en accès libre, tout public, en famille, juste pour un premier contact avec le monde souterrain. Enfin, donc on fait des petits aménagements de compréhension de tout ça au fil des années. Et puis du coup, on va présenter ça l'année prochaine. Donc ça avance. Ouais. Le parc naturel régional du massif des Bauges est en train de réviser un petit peu sa charte et son périmètre. Il pourrait s'élargir. C'est plutôt probablement une bonne nouvelle si les communes envisagent de rentrer dans le parc. Ouais. Donc effectivement, la démarche PNR, elle est réévaluée, pas tous les 4 ans, mais tous les 15 ans maintenant. Donc on réécrit à cette occasion-là le projet du territoire dans sa globalité. Donc le projet du territoire, c'est le projet des habitants, c'est le projet des élus, mais c'est le projet aussi des villes qui sont autour de ce massif, parce que l'enjeu pour demain, c'est faire ce lien entre le monde rural et la nature, et le monde plus rural, et la connaissance de ces activités rurales, c'est notre enjeu pour demain. On a révisé le périmètre à la marge, puisque c'est une augmentation de 10%, dans une approche plutôt de cohérence géographique du massif. Par exemple, il y a un bout du Semnoz encore qui n'est pas classé, il y a un bout du massif dans le sud vers Chambéry qui n'est pas classé, dans les sources du lac d'Annecy en Haute-Savoie aussi, il y a des petits morceaux qui manquaient comme ça sur le massif de la Belle Étoile. Donc on propose aux communes concernées d'adhérer au parc. Elles ont tout à fait le choix de venir ou de ne pas venir, puisque, encore une fois, c'est une volonté locale et il n'y a pas d'obligation à adhérer à un parc naturel régional. Toutes les communes, en fin de procédure, peuvent dire oui, on vient ou non, on ne vient pas. Cette révision de périmètre, c'est à quelle échéance du coup? Alors là, on a 1 an de travail pour écrire le projet. On va rencontrer toutes les communes où il y a des changements là, dans l'année qui vient. Mais par contre, le résultat, c'est que dans 3 ans. Donc il y a encore un peu de temps. Dans 3 ans, on demandera aux communes de se décider vraiment si elles veulent venir ou pas. Pour terminer, l'enjeu pour vous demain, parc naturel régional du massif des Bauges, quel est-il? Il y a un enjeu quoi, de faire toujours plus, de s'adresser à d'autres populations? Alors l'enjeu, il est de trouver le bon équilibre. Alors vous savez que les départements de la Savoie sont très dynamiques en développement économique, ce qui est très bien, donc il y a une très très forte activité. Par contre, il y a une très très forte pression urbaine et il va falloir qu'on accueille des nouveaux habitants. Donc on va le faire dans le massif des Bauges aussi, on va y prendre notre part, mais on souhaite le faire pas n'importe comment. Donc il y a des questions d'aménagement du territoire, de nouvelles constructions, d'architecture là-dessus, et puis de lien avec ce monde urbain, parce qu'aujourd'hui tout ça est décloisonné. Moi je crois plus trop à la ruralité en tant qu'aspect social. Il y a des espaces ruraux qui ont des particularités, mais aujourd'hui tout se mélange. L'urbain et le rural se mélangent un peu. Donc pour nous, demain, on réussira à préserver ce massif à long terme si les grandes agglomérations autour s'approprient ça aussi dans une démarche commune de développement, d'aménagement, de préservation. Voilà. Annecy d'un côté, Aix-les-Bains de l'autre côté par exemple, Chambéry, ou Chambéry, Albertville, Ugine, voilà, toutes les grandes agglomérations du secteur.
prennent part à la gouvernance du parc. Hein. Elles sont dans la gouvernance du parc. Jean-Luc Desbois, directeur du Parc naturel régional du Massif des Bauges. Merci à vous. Merci. Point de vue au bord du lac d'Annecy, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à notre partenaire Le Grenier Alpin. Pour revoir cette émission et toutes les autres émissions Point de vue, rendez-vous sur notre site internet montblanclive.com. On se dit évidemment à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point de vue, évidemment sur MB Live.